On parle beaucoup du succès des startups, des scale-up dans l'actualité et dans les médias. Mais savez-vous que 90% des startups risquent de disparaître sans jamais avoir réellement connu la croissance? Savez-vous que 50% des scale-up peuvent être en très grande difficulté, voire disparaître à cause de leur hypercroissance? Évidemment, il y a de multiples raisons à ces difficultés. Mais parmi toutes les raisons que l'on peut identifier, l'une est majoritaire et fortement sous-estimée dans ces entreprises. Il s'agit du facteur humain. Aujourd'hui, pour vous en parler, j'accueille une spécialiste de ce type de travail d'accompagnement des transformations, Claire Forest. Bonjour Claire, je suis vraiment très content de t'accueillir sur la chaîne AK Transformation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter à eux? Merci beaucoup de m'accueillir déjà. Je m'appelle Claire Forest. Je suis consultante pour les startups, les scale-up, tout type d'organisation à forte croissance. Je les accompagne dans le développement de leur culture d'organisation, dans le développement de leur process RH et dans le développement de leur transformation à certaines étapes clés de leur vie. Voilà. Et puis, à côté de ça, je suis coach d'organisation. Je me suis formée à HEC au coaching d'organisation. Et donc, j'ai ce savoir-faire de l'accompagnement des transformations collectives. Et puis, pour compléter un peu ce profil, j'ai travaillé 35 ans dans des entreprises. Une quinzaine d'années comme directrice du marketing dans l'industrie médicale. Ensuite, j'ai cofondé et dirigé une société d'accompagnement de projets dans le domaine du sport extrême, des conquérants de l'impossible, comme on dit. Ensuite, je suis allée travailler dans les entreprises à forte croissance. J'ai accompagné des startups à devenir des scale-up, à passer de 30 à 250 salariés. Voilà, ça a été toute cette période de ma vie avant de me consacrer vraiment à l'accompagnement de ces entreprises-là au travers de leur transformation. Merci Claire, je vois que tu as déjà un parcours et beaucoup d'expérience, mais je m'interroge toujours au fond, qu'est-ce qui fait que tu te passionnes comme ça pour les startups, les scale-up? Alors, cette passion, elle vient du fait que les startups et les scale-up, ce sont des pionniers et tout ce travail que j'ai fait avec ces sportifs de l'extrême, ces explorateurs, ça a été la source en fait de cet intérêt que j'ai pour les startups qui sont évidemment des pionnières dans leur domaine. Pourquoi? Parce que ces conquérants de l'extrême, c'est l'école de la ténacité, c'est l'école de la rigueur, c'est l'école aussi de la gestion de l'incertitude, de l'imprévu. C'est des gens qui ont inventé leur vie, c'est des personnes qui, à force de liberté, d'autonomie, qui ont su vraiment comprendre la capacité incroyable des ressources qu'ils ont en eux. Et donc tout ce travail fait pendant des années avec eux m'a fait comprendre ce que c'est que l'état d'esprit d'un pionnier. Et c'est ça qui est à la source, je dirais, des startups et des scale-up. Ce sont des entreprises extrêmement résilientes. Ce sont des entreprises qui ont beaucoup de courage. Elles ont ce qu'elles appellent un moonshot, c'est-à-dire un rêve incroyable et une force pour dévoiler tout ce qui est à dévoiler pour atteindre leur objectif que je trouve absolument formidable. Et moi, c'est un ADN qui me plaît. Je me sens très proche d'elles et voilà, tout ce travail que j'ai fait pendant des années d'accompagnement des startups et des scale-up et que je continue de faire, c'est vraiment ce sentiment où tout est possible. On peut tout créer à partir d'une feuille blanche. On peut inventer quelque chose d'exceptionnel qui va venir disrupter, comme on dit dans le langage des startups, un marché, un modèle qui existe déjà, etc. Donc cette passion, cette dynamique, je l'ai dit un peu en introduction, moi j'ai été quand même, je connaissais un peu ce chiffre-là, mais je n'avais pas bien vérifié. Le taux de mortalité des startups, c'est quand même près de 90%, c'est énorme. Les difficultés dans les scale-up, comment tu comprends que
que des gens qui sont pionniers, qui sont passionnés, qui sont dévoués à leur travail. Comment tu comprends qu'il y ait autant de gâchis finalement? En fait, les startups et les scale-up, elles reposent sur évidemment une innovation produit technologique souvent, une innovation marketing et aussi essentiellement une innovation structurelle et organisationnelle. Et c'est ce facteur-là, ce dernier facteur, ce troisième facteur qui est souvent mis de côté parce qu'on va tellement vite dans une start-up. En fait, c'est la course contre la montre. Pourquoi c'est la course contre la montre? Parce que on a des investisseurs qui croient en nous, qui mettent de l'argent et qui sont en attente d'une croissance formidable. Et donc, on est toujours pressé de réussir. Et il y a des facteurs, et notamment le facteur humain, qui est souvent mésestimé. Parce que dans les transformations qu'on veut faire, les accomplissements qu'on veut réussir, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas elle qui les réalise. C'est les hommes et les femmes de l'entreprise qui vont être à la source de l'accomplissement de ces transformations. Et si on ne les accompagne pas, si on ne comprend pas comment l'être humain fonctionne, comment un collectif va fonctionner, on passe vraiment à côté de quelque chose d'essentiel qui va mettre en péril les startups à certains moments de leur vie. Alors, il y a des coups de tonnerre dans les startups et les scale-up. Des coups de tonnerre. Des coups de tonnerre. Ça, des coups de tonnerre. J'appelle ça des coups de tonnerre parce que même si, c'est très paradoxal, même si ces événements sont connus, donc entre guillemets prévisibles, en fait, ils viennent très très fortement secouer ces entreprises-là. Donc, des coups de tonnerre, il y en a un certain nombre. Je vais te donner 4 coups de tonnerre, comme je les appelle. Le premier, par exemple, c'est la levée de fonds. J'expliquerai après pourquoi. Le deuxième, c'est le passage à l'échelle. Le troisième, c'est le changement d'organisation, de leadership, de dirigeants, la réorganisation de la gouvernance. Et puis le quatrième, par exemple, c'est le fait de faire un pivot, de changer de modèle pour devenir viable. Et ça, c'est quasiment toutes les startups et les scale-up qui vivent ces moments-là, sans compter le changement de technologie qui, bien sûr, aussi peut très fortement impacter ces entreprises-là à un certain moment. Et une levée de fonds peut être un coup de tonnerre. Bien sûr, ça peut être un coup de tonnerre. Une start-up ou une scale-up qui fait une levée de fonds, une série A, une série B, qui va lever 15 millions, 40 millions, 80 millions. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. On se considère un peu comme les rois du pétrole. Voilà, on a l'impression que on est à l'abri des difficultés, on a du soutien, on croit en nous, etc. Donc, il y a une forme d'euphorie, oui. Mais ça, c'est sans prendre en compte que une grosse levée de fonds ou une levée de fonds conséquente, ça chamboule plein de choses. Qu'est-ce que ça vient chambouler? Ça vient chambouler déjà pendant la période de la recherche de fonds, les dirigeants, parce que dans une start-up, les dirigeants, ils sont très accessibles, on les voit tout le temps, il y a quelque chose de très familial, entre guillemets, qui existe. Et là, ils disparaissent pendant toute la durée de la recherche de fonds, parce que c'est d'une intensité, d'une difficulté aujourd'hui de lever des fonds. Il y a énormément de concurrence que les fondateurs, ils vont être complètement investis. Donc, ils abandonnent un peu les équipes. Et voilà, il y a un sentiment d'abandon, exactement, c'est exactement ce que tu dis, qui naît auprès des équipes. Ils ne voient plus leurs dirigeants, ils se demandent même parfois ce qu'ils font, alors que eux, ils sont à 800% sur leur levée de fonds. Donc ça, c'est déjà un premier petit séisme qui arrive avant la levée de fonds. Et puis, au moment de la levée de fonds, c'est super de lever beaucoup d'argent, mais ça, c'est pas un aboutissement. En fait, c'est un point de départ. C'est-à-dire qu'on va devoir embaucher plein de personnes. Toutes ces personnes, il va falloir les intégrer, les onboarder, comme on dit dans les startups. Ça va venir chambouler aussi le management. On va devoir avoir du management intermédiaire, des personnes qui vont devoir transmettre les messages, qui vont devoir s'assurer de l'alignement des équipes. Donc, toute une réorganisation, je dirais, autour de ces levées d'argent. Et puis, il y a aussi des phénomènes liés à l'argent lui-même. Typiquement, les personnes qui travaillent dans une société, quand
les dirigeants lèvent 40, 50 millions d'euros, ils se demandent pourquoi leur salaire ne change pas. Oui. Ils se demandent pourquoi on leur refuse une troisième formation dans l'année. Mm. Ils se demandent pourquoi on ne va pas à Ibiza pour le séminaire annuel et qu'on continue à aller en Ardèche. Beaucoup Donc d'incompréhension, beaucoup de frustration. d'incompréhension parce que voilà, c'est beaucoup d'argent qui arrive tout d'un coup Ok. et ça déstabilise, ça questionne. Voilà. Et puis, quand on lève de l'argent, il y a des compétences qui sont nécessaires pour continuer la croissance, parce que qui dit argent dit attente de croissance supplémentaire. Et là, à ce moment-là, il y a besoin de personnes qui ont des profils plus ciblés, plus experts. Et c'est souvent des gens de la société qui ont été là dès le départ se sentent parfois un peu illégitimes ou incompétents par rapport aux attentes qui sont celles des dirigeants. Ouais. Ça, c'est un premier. C'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre. Et on voit qu'il a plein d'impact, en fait. Ouais. Alors que c'est très heureux de lever des fonds. Parce qu'en préparant cette interview, je ne sais pas si c'est un coup de tonnerre ou pas, mais j'avais lu des chiffres tout à fait étonnants sur l'évolution du turnover dans une start-up pendant son processus de croissance. C'est de cet ordre-là. Absolument. Ce que les dirigeants ignorent, c'est souvent que ils croient que le turnover est important au niveau de la start-up. Il y a un turnover entre 15 et 20% dans les start-up. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ça ne va ne faire qu'augmenter. Souvent, les dirigeants croient que, oui, quand on va avoir un produit qui va être viable, un modèle économique viable, le turnover va se stabiliser, etc. En fait, c'est l'inverse qui se passe. Dans les scale-up, quand on atteint un niveau de passage à l'échelle, on va passer de 20 à 25%. Et dans les licornes, il y a souvent entre 25 et 35% de turnover. Alors, pourquoi c'est un coût colossal. C'est un coût colossal, d'autant plus que on sait chiffrer le départ d'un salarié. Oui. En moyenne, alors évidemment, ça évolue, c'est un peu différent en fonction des salaires, des startups, etc. Mais en moyenne, le coût d'un recrutement, d'un nouveau recrutement, pour quelqu'un qui s'en va, c'est 45 000 euros. 45 000 euros pour le recrutement d'une nouvelle personne, le financement des plateformes qui vont aider à recruter, de recruteurs éventuels, la formation de cette personne-là, et puis la gestion des équipes. Il manque une personne pendant un certain temps. Donc, si 10 personnes, ne serait-ce que 10, quittent dans l'année, c'est déjà 450 000 euros, et c'est déjà un budget qui est impactant pour une start-up et une scale-up. Donc, ce phénomène de turnover, il arrive quand? Il arrive quand il y a une perte de confiance dans les sociétés, dans les dirigeants. Il y a du désengagement, il y a des alignements, il y a des silos qui se créent. Il y a un peu de gossip qui commence à apparaître, etc. Et ça, c'est parce que il y a une transformation majeure qui impacte l'entreprise, les salariés, et que ceux-ci ne sont pas assez accompagnés. Ce que je comprends à travers ça, et ces coups de tonnerre, c'est que quand même, derrière les belles histoires, derrière la question de la croissance, les levées de fonds, tout ça, c'est plein des termes qui font rêver, etc. En fait, c'est des processus assez catastrophiques qu'il y a derrière. Oui, alors, c'est des processus catastrophiques s'ils sont mésestimés. Ouais, ok. S'ils ne sont pas pris en compte, s'il n'y a pas une attention particulière qui est donnée à la compréhension de l'humain, de sa manière de résister aux transformations, parce que on a tous nos peurs et elles s'amplifient en collectif. Donc, si on n'a pas cette compréhension-là, si on n'a pas des outils pour les accompagner, si on n'a pas cette attention, cette vigilance, cette exigence aussi auprès de l'humain, et à ce moment-là, très très vite, on voit se déliter des équipes qui, au départ, étaient extrêmement motivées. Je peux donner l'exemple d'une start-up qui très brillante, qui réussit très très bien. Et au moment de sa première levée de fonds, les dirigeants m'appellent et me disent: oh là là, on vient de faire une très belle levée de fonds, j'ai plein d'énergie, etc. Mais on a des gilets jaunes. Alors, c'était à l'époque des gilets jaunes. Ils disent: sont apparus des gilets jaunes. Et là, c'était très très symptomatique de personnes qui étaient backboulées, comme on dit, qui étaient très chahutées par la transformation, l'évolution, la croissance,
les nouvelles personnes qui arrivaient et qui ne se sentaient plus à l'aise. Et en fait, eux, leur manière de manifester leur inquiétude, c'était voilà, Exactement. Et alors, mais ce que je me dis, c'est que heureusement qu'il n'y a que 4 conteneurs, parce que on voit bien là, Nautilus, on a présenté 2, que c'est quand même des processus très lourds, hein. Oui, c'est des tremblements de terre, en fait, qui modifient les repères des personnes. Ce sont des changements systémiques de niveau 2, comme on les appelle. C'est-à-dire que ça modifie les règles, les process. Il faut adapter son état d'esprit, il faut de la souplesse, il faut de l'inclusion, il faut accepter de prendre un certain temps pour aller plus vite. Et c'est ce que souvent les dirigeants me disent, c'est que dans l'accompagnement de l'humain, en fait, on prend un peu plus de temps, mais ça nous permet d'aller plus vite après. Ça permet de gagner du temps. Mais par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ce sont des environnements très particuliers, des fonctionnements très particuliers. Comment est-ce que, au fond, cette dimension humaine, est-ce qu'on peut la gérer, la maîtriser, la canaliser? Qu'est-ce qui est possible de faire? Il y a, dans la transformation collective appliquée aux startups et aux scale-up, il y a vraiment des techniques et des outils qui permettent de travailler sur le collectif, sur l'humain. Alors nous, on s'appuie sur des modèles qui sont des modèles éprouvés, comme le modèle systémique, parce que toute start-up on est quand même un système. Le modèle de l'élément humain, parce que l'inclusion et puis l'ouverture sont des phénomènes essentiels pour bien travailler sur la thérapie sociale, pour comprendre la dynamique des groupes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un savoir déjà pour comprendre comment fonctionne un collectif. Les collectifs sont régressifs, donc comment est-ce que j'amène à créer de la confiance, à créer de l'ouverture, à ce que les personnes puissent délivrer toutes les informations qu'elles ont. Donc ça, ce sont des techniques. Et puis, il y a évidemment cette conscience qu'au sein d'une organisation, 7% des personnes sont suffisantes pour accompagner des transformations. On n'a pas besoin de mettre un coach derrière chaque personne, malheureusement d'ailleurs. Mais si on arrive à accompagner et à former 7% des personnes d'une organisation, elles seront capables de gérer et accompagner les transformations. Donc ça, c'est quelque chose de très positif et d'encourageant. Tout ce que tu évoques là, c'est précisément ce qui sera développé au sein de la formation, qui va s'ouvrir au sein de l'académie et que tu vas conduire au niveau de l'académie? Absolument. Notre objectif, c'est vraiment de permettre aux personnes qui vont suivre la formation d'anticiper, de préparer, d'accompagner des transformations avec un certain... C'est bien la formation F2H. C'est la formation F2H qui veut dire facteur H et hypercroissance. Facteur H, c'est le facteur humain, évidemment. Donc, on l'a appelé F2H, tout à fait. Donc, anticiper les transformations qui sont spécifiques dans les startups et les scale-up, pouvoir les accompagner et puis développer une compétence qui est une compétence d'avenir, en fait. C'est ça qu'on va proposer à ces personnes-là, c'est d'acquérir un savoir-faire qu'elles vont pouvoir développer au sein de leur entreprise, d'avoir un impact vraiment, puisque c'est aussi vraiment le sujet majeur des entreprises à forte croissance. Mais en même temps, elles vont acquérir une compétence qui est une compétence indispensable dans la vie des entreprises aujourd'hui. Très bien. Alors, juste un petit mot sur notre cursus de formation. Il se déroule en 4 modules de 2 jours, sur 6 mois, parce qu'on prend le temps de faire des étapes, de les assimiler, de les expérimenter. On aura 4 webinaires qui seront faits par des experts des startups et des personnes qui ont fait réussir leur startup à devenir une scale-up unicorn. Un travail personnel de transformation individuelle, de manière à pouvoir, on aura le temps et la possibilité de coacher chaque personne pour qu'elle soit à même d'accompagner les transformations. Et puis, très important, j'insiste là-dessus, on aura une mission d'application de manière à ce que tout ça surtout ne reste pas théorique. C'est pas du tout l'esprit de l'académie de toute manière. Et là, on a vraiment besoin que les personnes puissent aller expérimenter ce qu'on leur apprend et ce qu'elles pratiquent
pendant les modules sur du concret. Il y aura donc des missions d'application qui seront en binôme, en trinôme, dans certaines des sociétés start-up ou scale-up, où les participants pourront vraiment aller expérimenter. Voilà. Et puis, une soirée de clôture qui sera sous la forme d'une masterclass un peu spéciale pour délivrer la certification des personnes qui auront suivi la formation. Voilà. Ça a l'air passionnant, complet, mais je me dis, si moi je me fais l'avocat du diable, je suis dans une start-up, j'ai déjà plein de trucs à faire, etc. Qu'est-ce qui fait que je me dis, bah, il faut vraiment que je vienne et que je maîtrise ça? Qu'est-ce que ça va changer dans ma start-up ou dans ma scale-up? Ce que ça va changer, c'est que dès qu'il va y avoir une transformation qui va être nécessaire, dès qu'il va y avoir un tremblement de terre, mais ça peut être une crise imprévue aussi, bien sûr. L'exemple de crise imprévue, vous avez souvent les startups sont cofondées par les deux cofondateurs. Très fréquent qu'il y en ait un des deux qui s'en aille. Et là, on a perdu les personnes référentes, clés, etc. Donc ça génère une crise au sein de la société. Donc je vais être une personne dans un collectif qui va être capable d'accompagner les collectifs, les transformations. Donc ça, je dirais, c'est vraiment l'impact majeur que je vais pouvoir avoir. C'est-à-dire que les dirigeants, ils vont pouvoir se reposer sur moi ou sur un petit groupe, puisqu'on peut aussi aller se former à 3-4. Typiquement, dans une start-up de 50 personnes, si on prend ce chiffre de 7%, 3 ou 4 personnes, si elles sont formées, elles vont pouvoir accompagner le collectif dans son ensemble vers une transformation harmonieuse, plus fluide, qui ne va pas générer des séismes au sein de la start-up et de sa croissance. Merci Claire. Pour les personnes qui nous regardent, qui regardent cette interview et qui probablement se sentent très concernées par tout ce qu'on vient d'évoquer, à quel moment ça va démarrer? Quelle forme ça va prendre? Alors, la formation démarre en janvier 2025. Elle s'étale sur 6 mois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 4 modules de formation de 2 jours, entrecoupés de webinaires. Et on aura une soirée de clôture au mois de juin. Elle s'adresse à plusieurs profils, des fondateurs de jeunes startups qui sont encore dans une phase de démarrage. Elle s'adresse à des personnes de comité de direction, des VP, des dirigeants, CEO, et pas seulement, elle s'adresse à des managers, il y a des personnes qui ont de l'influence, qui peuvent sans avoir des rôles de leader, avoir envie d'accompagner l'humain, de s'intéresser au collectif, d'avoir de l'impact, d'être reconnu pour ces qualités-là et d'avoir envie de participer aux transformations collectives de leur organisation. Merci Claire d'être venue, de nous avoir présenté cette nouvelle formation qui, j'en suis certain, peut intéresser énormément de personnes qui regardent cette chaîne. Et d'ailleurs, pour vous faciliter la tâche, nous vous avons mis dans la description sous la vidéo un lien qui vous permettra d'accéder à la brochure complète, à toutes les informations requises. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce nouveau format vous intéresse. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne AK Transformation.